Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission 3600 secondes d'histoire. Ici Julie Franqueur à l'animation principale. Aujourd'hui, c'est mon co-animateur René Laliberté qui est présent. Bonjour René. Bonjour. Et nous recevons Joseph Gagné, doctorant ici à l'Université Laval. Il est l'auteur du livre Inconquis, 2 retraites françaises vers la Louisiane après 1760. Sa thèse, sur laquelle il planche en ce moment, traite des renseignements pendant la guerre de 7 ans. Bonsoir Joseph. Bonsoir. Aujourd'hui, vous êtes ici pour nous entretenir de la fondation de la ville de la Nouvelle-Orléans en Louisiane, qui est arrivée il y a 300 ans déjà, en 1718. Tout d'abord, comment êtes-vous venu à vous intéresser à l'histoire de la Louisiane, la Nouvelle-Orléans? C'est arrivé par hasard avec ma maîtrise, puisque c'était un sujet qui m'avait été présenté par l'archiviste Rénal Lessard, et puis c'était l'histoire de 2 officiers qui décident de fuir le Canada à la conquête, plutôt se replier sur la Louisiane pour y porter secours. Et puis ma recherche m'a porté à me tourner aux archives de la Nouvelle-Orléans. J'ai passé un mois là que j'ai adoré. J'ai certainement l'intention d'y retourner, possiblement même d'ici l'automne prochain. Ah, intéressant. Mais avant de continuer, on va aller tout de suite en musique avec une chanson que vous nous avez vous-même proposée, qui est intitulée Jazz from the Soul of New Orleans par Monsieur Michael White.
de retour à 3600 secondes d'histoire. On est avec Monsieur Joseph Gagné pour nous parler de la fondation de la Nouvelle-Orléans. Tout d'abord, à l'époque de la fondation de la ville de la Nouvelle-Orléans, c'est quoi la Louisiane? Qu'est-ce qui se passe dans cette région du monde? Ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est beaucoup de marais, c'est beaucoup d'Amérindiens, de Maringouins, de paludisme, etc. C'est un très beau territoire où coloniser. De toute manière, on sait très bien, les Français ont toujours été les champions de choisir les meilleures places, comme le Canada où il fait fret puis moins 40 l'hiver. Mais c'est quand même un territoire qui va être prisé parce que faut se le rappeler. Bon, je faisais la blague la colonisation du Canada, mais le Saint-Laurent s'ouvre sur les Grands Lacs et porte naturellement au Mississippi, qui, on sait, à l'époque, est une rivière importante dans le milieu du continent, mais on connaît pas sa portée encore et on s'imagine que c'est le fleuve qui mène vers l'ouest, vers les Indes. D'ailleurs, le premier Européen à avoir découvert le Mississippi, c'est l'explorateur de Soto en 1541, selon mon souvenir. Et les Français, vont être les premiers à découvrir l'embouchure des deux bouts. La source au nord, ça va être Marquette et Joliette qui vont le découvrir. Et bien entendu, on va se rappeler que c'est Cavalier de La Salle qui va explorer le Mississippi d'un bout à l'autre, le premier. Sauf léger problème, il va se perdre et lors de son dernier voyage pour essayer de retrouver l'embouchure du fleuve, va se perdre et puis va finir assassiné au Texas. Alors, après les déboires de La Salle, les Français vont un peu mettre le territoire de côté, surtout qu'on commence à tomber dans une période où on n'est pas trop certain quoi faire avec la colonie, puisque de toute manière, le Canada, son industrie première, à part la pêche, ce sont les fourrures. Puis le problème, c'est qu'il y a vers la fin du 17e siècle, il y a une surproduction de fourrure. Et là, on commence à ralentir un peu les explorations et la traite. Mais lorsque d'autres monarques commencent à s'intéresser à la Louisiane, l'Espagne et l'Angleterre, bien la France a décidé de reprendre ses explorations pour prendre possession formellement du territoire qui avait été réclamé par Cavalier de La Salle. Et c'est là qu'on va confier la mission à d'Iberville, le célèbre d'Iberville qu'on va connaître pour ses exploits sur la baie d'Hudson, sur les côtes de Terre-Neuve. Alors, il semble être l'aventurier vraiment désigné pour cette aventure-là. Donc, c'est vraiment dans une perspective un peu hégémonique, impériale, qu'on vient à passer du statut de zone qu'on explore à zone qu'on veut s'approprier. Exactement. Et surtout qu'on commence à réaliser que consolider le territoire, c'est une bonne idée parce qu'on voit l'expansion des colonies britanniques qui commencent à s'approcher vraiment des Appalaches. Même chose avec les Espagnols, mais il y a aussi le fait que la Nouvelle-Orléans, ce qui est fascinant, c'est qu'il faut pas y penser tant comme un territoire nord-américain, mais plutôt comme la limite nord des Antilles, des Caraïbes. Faut vraiment songer à ça comme ça. Parce que, naturellement, lorsqu'on navigue, faut passer par à l'époque, Saint-Domingue, Cuba, jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Alors, c'est vraiment le point naturel qui relie l'Amérique du Nord aux Caraïbes pour ensuite rejoindre l'Europe. Alors, c'est un point de contrôle important. Et on s'imagine rapidement pour l'agriculture, pour aider justement à soutenir nos colonies dans les îles. Faut pas oublier, en fait, que la Louisiane, c'est un territoire immense, là, Oui, parce qu'aujourd'hui, on est habitué le petit État de la Louisiane au sud, mais à l'époque, c'est vraiment tout le bassin du Mississippi. Pour ceux qui ont plus ferré en géographie, imaginez vraiment le sud du lac Michigan jusqu'à la Nouvelle-Orléans. C'est à peu près tout ça, le territoire de la Louisiane à l'époque. Donc, c'est un territoire énorme, puis la fondation de la ville de la Nouvelle-Orléans, ça veut pas dire la consolidation de la possession du territoire ou... Ben, c'est un point d'ancrage. Okay. D'où partir. Et justement, ce qui va se passer, c'est que lorsque d'Iberville va partir en
en 1698, il va arriver avec son frère en 1699 sur les côtes de la Louisiane. Et bien entendu, ça va prendre quelques années avant de fonder la Nouvelle-Orléans, parce qu'on va s'imaginer en premier, on va s'installer sur la côte, avec, on imagine Mobile, Belize, et l'autre que j'oublie tout d'un coup. Mais bref, on va réaliser rapidement que c'est pas une position tenable pour un vrai pour un quai marchand, parce qu'il y a trop de problèmes avec les ouragans, avec la montée des crues, etc. Et c'est là qu'on va décider de remonter le Mississippi un peu pour voir c'est où l'endroit le plus près du golfe qu'on peut coloniser. Sans oublier aussi que c'est pas d'Iberville, mais ça va être son frère Bienville qui va s'occuper de ces opérations-là d'exploration pendant les premières années. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que Bienville et d'Iberville sont frères, mais ils ont 19 ans de différence entre les deux. Ce qui est très intéressant, surtout que d'Iberville va mourir en 1717, à mon souvenir, va mourir à Cuba, où il est toujours enterré. Avec me semble il y a même un monument à sa mémoire. Tandis que Bienville, ce qui est fascinant, c'est qu'il va décéder en 1767, à mon souvenir. Donc quelques années après la conquête. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment vécu tout le long du régime français du 18e siècle. Mais pour revenir à la Nouvelle-Orléans, ils vont choisir cet endroit-là tout simplement parce que justement le terrain va être plus stable. Et c'est quand même curieux qu'aujourd'hui, même après l'ouragan Katrina, le vieux quartier français, qui est historiquement le lieu que les Français ont colonisé, était un des seuls lieux qui n'avait pas été inondé pendant Katrina. Et donc, comme je disais, c'est un terrain qui va être plus à l'abri des ouragans et de la crue, mais que les Français vont quand même être obligés de drainer pour permettre à des plus gros navires de s'installer. Et puis, le Bienville va devenir gouverneur de la Louisiane en 1714, mais va pas s'installer immédiatement à la Nouvelle-Orléans. Parce que, comme j'ai dit, les Français vont expérimenter, vont fonder des colonies un peu partout, mais c'est un peu en flux. Prenons la Mobile, par exemple. Mobile va changer de place. À l'époque, il est vraiment à côté de la rivière Mobile. Aujourd'hui, Mobile est vraiment plus sur le golfe. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, lorsqu'ils ont choisi le site initial de Mobile, le site est constamment aux prises avec les inondations, etc. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce qui est fascinant, j'ai eu la chance l'automne dernier de visiter le site archéologique de la vieille Mobile. Et puis, d'ailleurs, si je me rappelle pas, c'est Bienville qui serait... Bienville, c'est qui... Zut, j'oublie. Mais bref, il y a un cimetière juste à l'extérieur du site archéologique qui aujourd'hui est inondé à cause de 2 routes qui ont été construites qui a un peu rempiré la situation de marée de la région. Mais bref, pour revenir à la Nouvelle-Orléans, c'est que en 1722, c'est vraiment là que la Nouvelle-Orléans va devenir la capitale. Pour une raison bien simple, c'est qu'en 1717, il y a la fondation de la Compagnie des Indes de John Law. Pour ceux qui se rappellent de la fameuse le fiasco de la bulle de la Compagnie des Indes, la compagnie va décider en 1722 de placer le bureau local de la compagnie à la Nouvelle-Orléans. Et donc Bienville n'aura pas le choix mais de suivre la parade. À la Nouvelle-Orléans. Exactement. Sinon, quelle importance la ville va revêtir pendant toute la période coloniale? Vous avez dit que c'est une ville assez importante, mais au niveau économique, politique, qu'est-ce qui se passe? C'est très important parce que, on se rappelle, comme j'ai dit, d'abord et avant tout, c'est une ville portuaire. C'est la ville qui offre la plus grande stabilité, mais c'est aussi le point d'entrée du Mississippi. Donc, c'est vraiment, on pourrait penser, comme Québec, c'est la porte d'entrée du Saint-Laurent, eh bien, la Nouvelle-Orléans, c'est la porte d'entrée du Mississippi. Et les deux se relient. D'ailleurs, faut pas oublier que tout le long de la colonie, il va toujours avoir un lien entre le Canada et la Louisiane, puisque de toute manière, la plupart des gouverneurs vont être canadiens de naissance. On pense justement au gouverneur Vaudreuil, qui est notre dernier gouverneur au Canada.
va avoir été gouverneur de la Louisiane avant de venir au Canada en 1755. Et puis, sans oublier que lorsqu'on parlait tantôt du territoire plus large, ça inclut aussi le pays des Illinois, qui est plus ou moins ce qui représente aujourd'hui l'État de l'Illinois et du Missouri. Et à l'époque, on le voyait vraiment comme le grenier du Canada. Donc, chaque fois qu'il y avait des disettes ou peu importe, eh bien, l'agriculture des Illinois, qui était gérée par la Nouvelle-Orléans, bien, on pouvait envoyer des grains au Canada pour aider avec les farines, etc. en temps de disette. Alors, la Nouvelle-Orléans est très importante, mais ce qui est curieux, c'est que malgré tout, malgré que la Louisiane est le centre administratif de la Louisiane, qui techniquement est sa propre colonie, malgré qu'elle fait partie de la Nouvelle-France, elle va quand même se soumettre en temps de guerre à Québec. C'est Québec qui a le contrôle militaire. N'empêche que ça ne sera pas un contrôle évident, puisque comme on en parlera tantôt, la communication entre les deux, c'est pas toujours évident. Parce que la Louisiane va passer de nombreuses années avec bien de difficultés. D'ailleurs, peu après sa fondation, la Nouvelle-Orléans va passer quelques années sans navire de la France. Ils vont devoir s'arranger. C'est une situation qui va se répéter pendant la guerre de 7 ans plus tard. Comment se déroulent les relations avec les autres compétiteurs? Donc, on pense aux Anglais, aux Espagnols qui sont pas très loin. Donc, c'est un territoire qui est prisé, mais concrètement, comment ça se déroule, là, cette cohabitation-là? C'est une cohabitation difficile, mais en même temps un peu symbiotique, dans le sens que officiellement, on est contre les Britanniques, mais on est pour les Espagnols. Mais dans les faits, il peut avoir beaucoup de contrebande. Et souvent, les gouverneurs vont se fermer les yeux à la contrebande, souvent parce que c'est une question de survie. Et puis c'est pas juste en Nouvelle-Orléans, c'est aussi au Canada, en Acadie, quand on pense à Louisbourg, qui vont constamment traiter avec Canso et puis les colonies britanniques. Mais comme je dirais, le plus gros problème politique, c'est vraiment les relations diplomatiques avec les voisins amérindiens. Faut d'ailleurs se le dire que, contrairement au Canada, où les Français vont commencer à coloniser la vallée du Saint-Laurent, avec en occupant un peu le vacuum laissé par les Iroquois rencontrés par Jacques Cartier qui disparaissent après son passage. Les Français qui arrivent à la Nouvelle-Orléans vont arriver entourés de nombreux peuples amérindiens, dont les Choctaws, les Natchez, etc. Et, d'ailleurs, dans les années 1730, on va passer un mauvais quart d'heure avec les Natchez qui vont avoir complètement massacré le fort Rosalie, un fort français, et les Français vont se venger avec l'aide d'alliés amérindiens. Mais pour revenir aux Britanniques, comme je disais, la Nouvelle-Orléans contrôle un plus large territoire qu'aujourd'hui, donc ça inclut l'État du Mississippi et l'Alabama. À l'Alabama, il y a le fort Toulouse, qui est vraiment sur la frontière entre les prétentions françaises, espagnoles et britanniques de la Georgie. Alors, c'est là où ça brasse souvent, surtout du côté guerre économique, où on essaie vraiment de soudoyer les Amérindiens locaux, à savoir qui a les meilleurs produits, etc. Donc, la compétition vient de cet angle-là surtout. Okay. Mais avec la guerre de 7 ans, ça va être une toute autre manche, parce que toute la situation géopolitique nord-américaine va changer du tout au tout. Justement, je sais que vous en avez beaucoup à dire sur la guerre de 7 ans et ce qui se passe en Louisiane pendant ce temps-là. Donc, on va passer tout de suite au deuxième bloc, même si on n'est pas rendu à la pause musicale. Donc, qu'avez-vous à dire sur la fin du régime français en Louisiane? Qu'est-ce que la guerre de 7 ans, ça change là, pour la ville de la Nouvelle-Orléans? D'abord, on va reculer un peu pendant la guerre de 7 ans. La Nouvelle-Orléans va passer un mauvais quart d'heure parce que il faut se rappeler que la guerre de la conquête, en fin de compte, c'est une guerre qui est gagnée sur les mers. On pense toujours à la bataille des plaines d'Abraham, etc., mais l'avantage britannique, c'est que même si l'armée française ont techniquement une meilleure marine côté qualité des navires et des marins, les Britanniques
ont la quantité. Et ce qui fait qu'ils ont pas de difficulté de créer des blocus sur le Saint-Laurent et aussi dans les Antilles où ils vont arrêter tous les navires français qui peuvent. Ce qui fait que la Nouvelle-France, la Nouvelle-Orléans, c'est-à-dire, va être essentiellement isolée du reste du monde. On lit le journal de Bougainville, et à un moment donné, il explique que pendant presque 2 ans, la Nouvelle-Orléans n'a aucun navire de France avec des nouvelles ou des vivres ou peu importe. Et même à l'inverse, le Canada va passer presque 1 an sans nouvelles de la Nouvelle-Orléans. Entre-temps, un messager se fait envoyer de la Nouvelle-Orléans, passe au poste de l'Arkansas avant de remonter aux Illinois, avant de monter les Grands Lacs, pour ensuite remonter le Saint-Laurent, pour enfin arriver à Montréal pour avertir au gouverneur, on n'a pas de nouvelles. Alors, comme que je disais que c'est vraiment pas évident, mais le gros changement qui va arriver, c'est bien entendu avec les négociations. Parce que même avant la fin de la guerre, la France commence à réaliser, ça l'augure mal pour nous. Alors, ils vont commencer à négocier avec l'Espagne. Qu'est-ce qui enchaîne ça? D'abord, il faut se rappeler que l'Espagne va se joindre à la guerre juste avant la fin. Et ils vont immédiatement perdre Cuba et la Floride aux Britanniques. Alors, bref, ce qui va se passer, c'est que les Français vont négocier avec la Grande-Bretagne pour dire, eh bien, si on vous donne le côté est de la Louisiane, donc la rive est du Mississippi, allez-vous redonner Cuba aux Espagnols? Et ils vont accepter. Mais ils vont refuser de redonner la Floride. Alors, la France, pour s'excuser, vont donner l'autre moitié de la Louisiane aux Britanniques. Et d'ailleurs, ce qui est fascinant, c'est que Denis Vaugeois, il y a quelques années, a publié un article selon sa théorie comme quoi les Britanniques, à cause avaient des cartes, de mauvaises cartes sur l'embouchure du Mississippi, vont accepter de donner la Nouvelle-Orléans, de céder la Nouvelle-Orléans aux Espagnols en croyant que c'était de leur côté des négociations et pas du leur. Mm-hmm. Parce que lorsqu'on regarde sur les cartes, la Nouvelle-Orléans est du côté est du Mississippi. Mais les Français, selon Denis Vaugeois, vont réussir à négocier en disant non, l'entrée véritable du Mississippi, c'est le lac Pontchartrain au nord de la ville. Alors, c'est quand même un coup intéressant d'avoir conservé la Nouvelle-Orléans hors de la portée des Britanniques. Surtout lorsqu'on sait qu'après la guerre, tous les forts français du côté britannique vont être désarmés et leur artillerie va être envoyée à la Nouvelle-Orléans. Et la guerre de 7 ans, c'est aussi un moment là, de bouleversement pour un peuple, celui des Acadiens. Donc, petit portrait avant là, des Acadiens et portrait après la guerre de 7 ans. Essentiellement, il faut vraiment penser plutôt après la guerre de 7 ans. Parce que faut se rappeler, oui, les Acadiens se font déporter, mais la majorité vont se faire déporter en France, vont se faire envoyer chez d'autres colonies britanniques. C'est vraiment l'idée de les diluer. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils sont déportés? Ça, c'est une question. C'est intéressant parce que traditionnellement, c'est les Britanniques qui vont les déporter parce qu'ils refusent de prêter allégeance à la couronne britannique. Ils veulent être neutres pendant la guerre. Puis pour les Britanniques, c'est pas assez d'être neutres parce qu'il y a déjà des Acadiens qui vont se battre, qui vont soutenir la France. Alors, pour pas prendre de chance, ils vont décider de déporter tout le monde. Sauf que ce qui est fascinant, c'est que le gros des Acadiens qui vont arriver en Louisiane, ça va être après 1765. Ça va être environ 3000 Acadiens, dont 1600 qui vont venir de la France. Donc, des Acadiens qui ont été déportés en France avant de revenir en Amérique, mais en faisant leur chemin en Louisiane. Pourquoi on choisit la Louisiane? Essentiellement, c'est à cause que c'était encore c'est un territoire où on avait déjà commencé à déporter des gens et puis que on connaît du monde et ça va d'ailleurs causer des problèmes parce que les Acadiens qui arrivent veulent s'installer où ils ont de la famille. Mais le gouverneur local, le nouveau gouverneur espagnol aussi, va essayer de les disperser en disant bon, vous êtes ici, tant qu'à faire, on fait de la colonisation, alors éparpillez-vous plus au nord le long du Mississippi. Et ça va faire du monde qui sont pas très heureux, mais finalement, ça va donner des communautés qu'on connaît aujourd'hui comme Bâton Rouge, Lafayette, etc. Ah, c'est très intéressant.
On arrive juste en temps pour notre pause musicale. Donc, vous allez pouvoir entendre la chanson La Pointe au pain de Adam Hebert. C'est un chanteur qui avait un groupe assez populaire dans les années 50, qui a roulé jusqu'à dans les années 70 de la musique cajun. Donc, portez attention aux paroles. Vous allez voir que le français, même s'il s'est gardé, il s'est transformé avec le temps en Louisiane. La bonne, c'est la plus vaillante, c'est la plus mignonne, elle a les yeux canards. Ne dis pas à ta maman de dégoûter ton bec, ne dis pas à ton papa, mais si j'ai pas bonne tête. C'est la mienne, mais je péris la vie. Rigolo, mais pour le point au pain. Chère cousine, donnez-moi cette lame, mais si j'ai pas cette lame, j'en veux pas du tout. La bonne, c'est la plus vaillante, c'est la plus mignonne, elle a les yeux canards. Ne dis pas à ta maman de dégoûter ton bec, ne dis pas à ton papa, mais si j'ai pas bonne tête. C'est la mienne, mais je péris la vie. Rigolo, mais pour le point au pain. Chère cousine, donne-moi cette lame, mais si j'ai pas cette lame, j'en veux pas du tout. Après la guerre de la conquête, la guerre de 7 ans, peu importe comment on l'appelle, en 1768, il y a une rébellion à la Nouvelle-Orléans. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ce qui se passe, c'est que faut se rappeler, c'est que c'est une situation assez perturbante pour la population locale qui se voit comme des Français d'abord et avant tout. Et on découvre que, on n'est plus français, on est espagnol, parce que on se le rappelle avec le traité de Fontainebleau qui proposait que la France proposait le côté ouest de la Louisiane à l'Espagne, qui va être ratifié par le traité de Paris de 1763. Eh bien, en 66, ça prend du temps, 65 ou 66, entre ces deux années-là, le nouveau gouverneur espagnol, Ulloa, arrive. Et le problème, c'est que c'est un bien piètre administrateur. C'est l'ancien gouverneur du Pérou, et même là-bas, il y avait eu du grabuge, ça va pas bien marché, il y avait été un peu disgracié. Et là, c'est bon, ronde numéro 2, on va se rasseyer avec la Louisiane. Et les gens vont pas aimer la nouvelle administration, puisqu'on est en train d'essayer de tout raligner. Parce que maintenant, les axes, c'est plus Louisiane-France, c'est Louisiane-Espagne. Alors maintenant, les marchands locaux doivent changer leurs relations, leur réseau. Et en même temps, là, c'est vraiment une période où les rumeurs se mettent à courir d'un bord et de l'autre. On commence à dire qu'on va nous obliger dorénavant à boire du mauvais vin espagnol au lieu du bon vin français, etc., etc. Et finalement, ça va culminer avec une rébellion qui a lieu à la Nouvelle-Orléans. Un mécontentement qui va d'ailleurs se propager jusqu'à Saint-Louis, aujourd'hui au Missouri. Mais dans l'immédiat de la Nouvelle-Orléans, le summum va arriver en 68 avec un massacre où essentiellement l'armée espagnole va être obligée de tirer dans la foule. Et c'est d'ailleurs l'événement qui va donner le nom à Frenchman Street qu'on connaît aujourd'hui à la Nouvelle-Orléans, qui contrairement à son histoire un peu sombre, très sombre même, est un des endroits les plus populaires à la Nouvelle-Orléans aujourd'hui pour la musique, la bouffe, etc. Ceux qui pensent aller à la Nouvelle-Orléans, c'est vraiment l'endroit où aller.
Mais bref, pauvre Ulloa va d'ailleurs s'échapper, je crois, en novembre, va se faufiler dans la nuit avec sa famille, embarquer sur le premier bateau et juste s'en aller. Et puis le gouverneur qui va le remplacer, si je me rappelle bien, son nom c'est Alejandro O'Reilly, je crois. J'espère que personne ne va me corriger. Mais bref, lui va arriver et il va pas y aller de main morte. Lui, il va régner avec une main de fer et dire l'ordre, la discipline, et va restaurer l'ordre. N'empêche que la Nouvelle-Orléans va demeurer assez française quand même longtemps, malgré la migration espagnole. D'ailleurs, plusieurs des gouverneurs entre guillemets espagnols, c'est des Français parce qu'ils connaissent le système, connaissent le territoire, et tout le long de son histoire, tant chez les Américains que chez les Français et les Britanniques, tout le monde va savoir que la Nouvelle-Orléans est dans une position de faiblesse parce que l'Espagne la gère très mal. Il y a à peine une poignée de soldats qui s'occupent de la ville. On va même proposer à un moment donné... je vais m'arrêter 2 secondes, je suis en train de me devancer. Je vais juste revenir sur la démographie francophone. C'est que avec la Révolution américaine, ça va inspirer d'ailleurs la Révolution haïtienne. Et le problème, c'est que, tout comme avec la Révolution américaine, il va y avoir des loyalistes, entre guillemets, qui vont être obligés de quitter l'endroit. Et la plupart vont se diriger vers la Nouvelle-Orléans. Et donc, justement, l'arrivée de ces créoles d'Haïti, ou anciennement de Saint-Domingue, qui vont arriver à la Nouvelle-Orléans, vont donner un nouveau souffle de vie à la démographie francophone. Et c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là qu'on peut vraiment parler d'émergence de l'identité créole louisianaise. Parce qu'avant, on s'identifie quand même, on est français, on est britannique, on est américain, etc. On commence vraiment à enfin avoir le genre de melting pot louisianais. On parle de Cadien, puis on parle de créole. Donc, c'est justement la notion. C'est ça, les Cadiens, ça serait... Et d'ailleurs, faut mentionner aussi que juste parce qu'on parle français en Louisiane, ça veut pas automatiquement dire qu'on est Cajun. Cajun, c'est vraiment descendant des Acadiens. Okay. Parce qu'il y avait quand même une population française qui habitait en Louisiane avant l'arrivée des Acadiens. Et d'ailleurs, faut vraiment pas oublier que une grande partie de la population est noire parce que la Louisiane, même sous le régime français, c'est d'abord et avant tout une colonie esclavagiste à cause de l'agriculture. On faisait pousser des grains, de l'indigo, du tabac, etc. Et la main-d'œuvre, malheureusement, était esclave. D'ailleurs, la Nouvelle-Orléans, en 1731, la population représente la proportion esclave représente 4/5 de la population. Tandis que vers 1760, ça va représenter 2/3 de la population. Donc, vraiment un petit déclin, mais ça va remonter, bien entendu, jusqu'à la fin de l'esclavage aux États-Unis avec la guerre civile américaine. Mais pour revenir à la Révolution américaine, justement, quand on parlait d'invasion de la Nouvelle-Orléans, ben, ce qui se passe, c'est que après la Révolution américaine, il va y avoir beaucoup de migrants français qui vont arriver, surtout avec la Révolution française. Curieusement, la majorité vont pas se pointer en Louisiane, mais en Philadelphie, dans ces coins-là, vraiment connus comme les centres culturels des États-Unis. Mais en même temps, lorsqu'on parlait on avait dépossédé la Nouvelle-France en la donnant aux Britanniques, ben les Américains vont gagner ce territoire-là. Et donc, il va y avoir des gens qui vont commencer à passer au-delà des Appalaches, qui traditionnellement étaient la frontière de la Nouvelle-France et les colonies britanniques. Mais maintenant, les Américains vont commencer à franchir les Appalaches et vont commencer à peupler ce qu'on appelait à l'époque le Kentucky, plus général. On ne parle pas juste de l'État, mais en général, le territoire, c'était le Kentucky, l'ancienne vallée de l'Ohio. Et puis, le problème, c'est que les Appalaches, on peut les traverser, mais c'est toujours pas évident. Il y a juste 2 routes principales, puis sont très difficiles. Alors, on commence à voir que la Nouvelle-Orléans
va garder toute son importance parce que c'est la voie naturelle pour rejoindre l'Atlantique, plus que de traverser les montagnes pour aller rejoindre la côte Est. Alors, graduellement, les gens vont commencer à plutôt s'identifier à la Nouvelle-Orléans que New York et Boston, etc. Et ça va causer un problème politique parce que il y a des immigrés français très investis dans la Révolution vont se dire, on pourrait, tant qu'à faire, aller envahir la Nouvelle-Orléans. Il nous faudrait juste une armée de 1600 hommes pour prendre la ville. Et ça nous créerait une nouvelle colonie. Et les Américains qui sont rendus à l'ouest des Appalaches se disent, tant qu'à faire, on pourrait joindre aux Français. Surtout que pendant la première décennie après la Révolution américaine, il y a vraiment une vraie francophilie chez les Américains à cause des Français qui les ont aidés à atteindre leur indépendance. Sauf que rapidement, l'administration française vont découvrir le projet de leur sujet écarté et vont immédiatement les critiquer, les stopper. Et George Washington lui-même va s'en mêler en disant « Non, ça va faire, là. Tous ceux qui pensent à ce plan-là, on les déporte tout de suite. » Mais n'empêche que ça démontre que la Nouvelle-Orléans garde toute son importance comme boulon de l'Amérique du Nord, comme table tournante de l'économie entre les Antilles, les Caraïbes et l'Amérique du Nord. D'un point de vue des colonies américaines, dès qu'on envisage de s'étendre vers l'ouest, la Louisiane prend une importance, accrue. C'est ça. Et la Nouvelle-Orléans, ce qui va vraiment faire compétition, c'est le canal Erie, construit en 1824, je crois. Pourquoi? Parce que c'est le premier canal qui va ouvrir une voie navigable au-delà des Appalaches pour rejoindre justement New York et Pennsylvanie à leur territoire de l'Ouest. Mais à partir de ce moment-là, aussitôt qu'il y a des rivalités, à quel moment est-ce que les Américains prennent vraiment possession puis créent l'État de la Louisiane qu'on connaît actuellement? Côté démographique, déjà on va voir que l'arrivée des Américains va vraiment augmenter après, bien entendu, la cession de la vente de la Louisiane. D'ailleurs, j'en ai pas parlé parce que j'ai encore le temps de parler vite fait de... Oui. OK, alors j'allais dire, revenons un peu en arrière quand je parlais des plans d'invasion. N'empêche que Napoléon a gardé un œil sur la Louisiane en disant, c'est justement le territoire que j'ai besoin pour aider Saint-Domingue, pour subvenir à Saint-Domingue, mais j'ai besoin de Saint-Domingue pour aller chercher la Louisiane. Et on va se rappeler que, malheureusement, pendant la Révolution haïtienne, l'armée de Napoléon va manger toute une claque et Haïti va maintenir son indépendance. Et le problème, c'est que la majorité de l'armée de Napoléon va se faire décimer à Haïti, qui devait, après leur supposée réussite, devait aller en Louisiane prendre possession du territoire. Alors, c'était pas une possession militaire puisque l'Espagne avait accepté de redonner sa partie de la Louisiane à la France. On sait toujours pas pourquoi les historiens sont encore en train d'essayer de démêler l'affaire parce que c'était beaucoup de négociations sous la table. Donc c'était un peu plus difficile. Mais on sait que après ce qui s'est passé avec Saint-Domingue, Haïti, Napoléon s'est dit, sais-tu, c'est trop de troubles, j'ai plus le personnel pour s'occuper de la Louisiane, j'ai besoin d'argent. Et là va vendre la Louisiane à Napoléon. Et comme je disais, c'est là que l'arrivée en masse d'Américains va venir diluer l'influence française. Déjà, on parle les années 1820-1830. Le fait français représente environ le quart de la population de la Nouvelle-Orléans. Encore très intéressant. On va passer vite fait à notre prochaine pause musicale, qui va être encore une fois la musique cajun des années 50, cette fois avec les Balfa Brothers, Parlez-nous à boire. Parlez-nous à boire, non pas du mariage, toujours dans le vrai temps, toujours les temps passés. Dis que tu te maries avec un joli fille, c'est dans le grand danger, ça va te la voler. Parlez-nous à boire, non pas du mariage, toujours dans le vrai temps, toujours les temps passés. Marie avec un vilain
dans les grands dangers, faudra-t-il faire ta vie avec? Oh, parlez-nous sans foi, non pas du mariage, toujours dans le crétin, toujours du temps passé. Parlez-nous sans foi, non pas du mariage, toujours dans le crétin, toujours du temps passé. Dis que tu te maries avec un truc important, c'est dans le grand danger, faudra travailler toute ta vie. Oh, parlez-nous sans foi, non pas du mariage, toujours dans le crétin, toujours du temps passé. Que tu te maries avec une fille comme toi, et dans les grands dangers, tu m'as attrapé de grandes fraudes. Comme-toi, grand bon rien, t'as tout gaspillé mon bien. Fameuse grand bon rien, t'as tout gaspillé mon bien. Oh, parlez-nous sans foi, non pas du mariage, toujours dans le putain, toujours les temps passés. Vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire. On était rendu à parler de la Louisiane américaine, donc l'État de la Louisiane. Qu'est-ce qui se passe avec les francophones, les Acadiens, les créoles? Comment est-ce que tout ça, ce mélange culturel évolue au cours du 19e siècle? Eh bien, là, on va me perdre un peu plus parce que je suis plus 18e-iste, mais n'empêche, c'est que la Louisiane, la Nouvelle-Orléans, va toujours garder un genre d'esprit francophone, mais ce qui est fascinant, c'est un peu, faut y penser un peu comme on pense le vieux Québec. On sait que c'est une ville française à la base, mais avec une forte influence britannique. Et puis, on voit la même affaire à la Nouvelle-Orléans avec, c'est une ville aux racines françaises, mais avec une forte influence espagnole, surtout après le grand feu de 1788 qui va brûler les 3/4 de la ville, ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart de l'architecture qu'on voit est espagnole et pas française. D'ailleurs, il y a juste une petite poignée de 3-4 maisons à peine qu'on pourrait dire sont typiques du régime français, dont la Madame Legacy House, et puis un bar. Il se trouve un bar aujourd'hui, mais un bâtiment qu'on attribue traditionnellement comme étant la forgerie du pirate Lafitte. Mais avec son identité américaine, ça fait que la Nouvelle-Orléans ouvre ses portes un peu à tout le monde. Par exemple, on sait qu'il y a une forte proportion de gens, comme on en parlait tantôt, qui viennent d'Haïti. On a des gens qui vont venir... les nouveaux migrants vont avoir beaucoup d'Italiens, d'Irlandais. Donc, ça devient vraiment un melting pot. Et malheureusement, le français va prendre du recul. Selon mon sondage complètement non scientifique, d'avoir passé un mois à la Nouvelle-Orléans, ce que j'avais trouvé un peu décevant, c'était que les francophones que je trouvais, c'était soit des francophiles, les Américains qui ont pris la peine d'apprendre le français, ou vraiment des Français de France installés depuis des années à la Nouvelle-Orléans. Et les Cajuns que je rencontrais ne parlaient pas le français, malgré qu'ils disaient « mes parents ou mes grands-parents le parlent ». Néanmoins, la concentration plus francophone est vraiment plus au nord de la Louisiane. Donc, on parle Bâton Rouge, Lafayette. Et puis, je suis pas familier avec les chiffres en ce moment, mais pendant mon bac, je trouvais que c'était toujours intéressant de savoir que en Ontario, quand on parle strictement de proportion, de pourcentage, les francophones représentent
4,4% de la population de l'Ontario. Moi, je suis franco-ontarien, alors je suis en train de battre mon propre tambour. Mais en Louisiane, c'était 4,8. Alors, c'est un plus grand pourcentage, même s'il y a moins de gens qu'en Ontario. Mais ça vient un peu représenter à quoi ça a l'air. Ça remonte à loin, en fait, là. On la va dire migration 10 ans, française. c'est ça. Non, Okay, pas les statistiques. Non. Je veux dire que comparativement à l'Ontario, la migration francophone date de beaucoup plus longtemps. Malgré qu'il y a quand même eu quelques vagues de migration de la France, mais rien d'aussi important qu'en Ontario, disons. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, la Nouvelle-Orléans et la Louisiane, en général, essaient vraiment de faire ressortir leur caractère français. C'est vraiment une fierté, parce que même si les gens ne le parlent pas, il y a une fierté. L'avoir vécu moi-même, me promener dans les rues de la Nouvelle-Orléans tard le soir à jaser français avec un ami, et là, tout d'un coup, quelqu'un dans la rue qui va applaudir, quelqu'un qui parle français, capote marine. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, on a juste à penser aux collaborations avec, par exemple, le Centre de la francophonie à Québec, qui organise beaucoup d'événements avec la Louisiane, le Codophile, Radio Louisiane française, etc. Il y a vraiment un désir de maintenir le français. Et malgré que... Et c'est quand même fascinant parce que c'est un français qui s'apparente plus aux Acadiens qu'aux Français laurentiens. Mais n'empêche, on se rappelle quand même que la France va produire de la culture, sa part de culture francophone. On pense notamment à Zachary Richard, des films qui ont lieu là. D'ailleurs, ma chère Julie, on a quelque chose en commun tous les deux. On aime immensément le film Entrevue avec un vampire. Où je dois dire, j'adore les scènes qui ont lieu en Louisiane où on voit vraiment la vie de plantation d'époque. Mais bref, n'empêche que le français survit malgré tout. Il commence à croître, j'ose penser et espérer. Et d'ailleurs, je suis censé d'être donné une conférence en français en Louisiane l'automne prochain. Alors. Et concrètement, un peu les initiatives qui sont prises, on a parlé là de des collaborations avec des endroits au Québec, mais est-ce qu'il y a des personnes qui sont d'origine francophone qui parlent plus nécessairement le français, qui vont un peu essayer de se réapproprier cette culture-là, qui vont essayer de réactiver le français? Est-ce que jusqu'à quel point là c'est étendu cette volonté de ramener le français? Les chiffres absolus, je ne suis pas au courant, mais il y a quand même une volonté. Et même une volonté politique, parce que il y a plusieurs personnes ne savent pas. Tu peux techniquement présenter un projet de loi en français au gouvernement de la Louisiane. Il y a des gens qui vont le faire. On va toujours applaudir leurs efforts, même si c'est pas toujours apprécié par ceux qui ne parlent pas français, mais c'est quand même un acte de résistance et d'affirmation, sans oublier aussi que on est en train de pousser aussi des écoles francophones, des programmes d'immersion, et enfin, bien entendu, il y a des clubs de français pour essayer de le pousser. Encore une fois, il y a des régions qui s'y apprêtent plus que d'autres, parce qu'il y a quand même faut quand même se rappeler que la proportion de francophones entre guillemets natifs et puis de gens d'autres origines est toujours très disproportionnée en Louisiane aujourd'hui encore à cause du melting pot américain. Mais n'empêche que ça finit que c'est fascinant parce que lorsqu'on visite la Nouvelle-Orléans, si vraiment j'avais une conclusion finale à donner sur la Nouvelle-Orléans et son identité, c'est que lorsqu'on est là, c'est drôle, on sait qu'on est aux États-Unis, mais on ne sent pas qu'on est aux États-Unis. On sent vraiment que la Nouvelle-Orléans, c'est sa propre entité, avec une histoire riche, mouvementée, qui est au-delà de simplement son histoire française dont on a parlé aujourd'hui, mais qui vient rassembler de plusieurs histoires dans un melting pot un peu, comment dire, un jambalaya culturel. C'est sur cette
conclusion très englobante, très positive. Vous me disiez pendant la pause musicale qu'il y avait une petite anecdote aussi que vous avez oublié de mentionner. Oh mon Dieu, oui. C'est drôle parce qu'on a parlé de plusieurs démographies. On a parlé des esclaves, on a parlé des Acadiens, mais en oubliant de mentionner que les premières années de la Louisiane, bien entendu, c'est un mouvement de colonisation organisé et orchestré par l'État. On va essayer d'envoyer le plus de gens possible, surtout sous le contrôle de la Compagnie des Indes, qui vont avoir, un peu comme la Compagnie des Sciences associées au Canada, le devoir d'envoyer des gens. Et il va y avoir plusieurs milliers de gens qui vont être recrutés pour y aller, mais en fin de compte, ça va être une fraction qui vont s'implanter en Louisiane à cause juste le taux de mortalité en traversant en traversant l'Atlantique. Là, je perds mes chiffres que j'avais devant moi, mais je peux au moins dire que il y a une bonne partie des gens qui étaient carrément kidnappés des rues de Paris. Donc les vagabonds, les prostituées, etc., qu'on envoyait en Louisiane. Et c'était à un point tel que carrément, il y a eu tellement de plaintes que le gouvernement a été obligé, en 1720, de mettre une loi contre ceux qu'on appelait les bandouliers du Mississippi. Donc les gens qui carrément kidnappaient et attachaient le monde pour les sacrer sur un bateau pour la Louisiane, parce que on commençait à exagérer là, avec qui on ramassait. Un peu agressif, hein? Ah oui, très très agressif. Alors c'est vraiment comique, surtout sachant qu'au Canada, on a au Canada français, on a toujours la fameuse légende fille du roi, fille de joie, qui n'est pas vraie, mais dans le cas de la Louisiane, était plus ou moins vrai, parce qu'on envoyait des prostituées. Sans oublier qu'il y a eu quand même leur version des filles du roi, avec ce qu'on appelait les filles à cassette, qui étaient environ, à mon souvenir, 150 filles qui avaient été envoyées en Louisiane pour aider à populer. Mais eux, c'était presque 100 ans après les filles du roi. Alors, c'est quand même drôle de voir comment l'histoire se répète. Et juste pour conclure sur la démographie, je viens de trouver mes chiffres. Marcel Giraud, le grand historien de la Louisiane, estime que 60% des 6000 civils envoyés en Louisiane vont mourir en voyage ou peu après leur débarquement. C'est une grosse proportion. Et oui. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, avec grand Joseph. plaisir. C'était très agréable. On va se quitter avec bien sûr une chanson de Zachary Richard intitulée Ma Louisiane pour finir ça en beauté. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Pas mes cadets, mes chats garçons, mes chats petites filles. On était en Louisiane avant les Américains. On s'en a ici, après ils sont partis. Papa et ta maman te cherchaient de l'Acadie pour le grand crème des Cajuns. Ils ont trouvé un beau pays, mais c'est bon Dieu pour la Louisiane. La Louisiane, ma Louisiane, c'est belle en printemps, c'est chaud en été. C'est vrai en automne, c'est trop en hiver, mais moi je suis fier d'être Cajun. Chers enfants, les manières du vieux temps passé. Le ciel et la terre, on va tout nous montrer couler paroles des vieux Cajuns. La Louisiane, ma Louisiane, c'est belle au printemps, c'est chaud en été. Vrai en automne, c'est trop en hiver, mais moi je suis fier d'être Cajun. La Louisiane, ma Louisiane, c'est belle au printemps, c'est chaud en été. Vrai en automne, c'est trop en hiver, mais moi je suis fier d'être Cajun. La Louisiane, ma Louisiane, c'est belle au printemps, c'est chaud en été. Vrai en automne, c'est trop en hiver, mais moi je suis fier d'être Cajun. La Louisiane, ma Louisiane, c'est belle au printemps, c'est chaud en été. Vrai en automne, c'est trop en hiver, mais moi je suis fier d'être Cajun. La Louisiane, ma Louisiane, c'est belle au printemps, c'est chaud en été. Vrai en automne,
Rombolida, wash you get it, gotcha. Wash you get it, gotcha. Shine never jubit, jubam a jow. Shine never jubit, jubam a jow. Shine never jubit, jubam a jow. Whoa!